Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ici pour vous parler d'un sujet qui sans doute vous intéressera. Que va devenir le monde d'ici 20 ans? Je dois dire que pour aborder cette question, mon premier sentiment, quand j'ai commencé à y réfléchir il y a une dizaine d'années, il y a une quinzaine d'années, était que le monde allait plutôt vers la catastrophe. La catastrophe est quand même quelque chose qui semble dessiner la plupart des augures politiques. Et quand on regarde le monde d'aujourd'hui, quand on voit le risque terroriste, quand on voit les ravages de la faim dans le monde, quand on voit les explosions qui surgissent ça et là dans une multitude de révoltes, quand on constate les guerres civiles qui déchirent de nombreux pays, notamment en Afrique, on se dit mais finalement, ce monde que nous préparons pour nos enfants va être un monde catastrophique. Et puis petit à petit, en commençant à travailler sur ce que le monde dans 20 ans pourrait être, je me suis dit que le pire n'était pas toujours sûr et que, en tout cas, il ne fallait pas avoir sans doute le regard obnubilé sur les catastrophes du présent pour le penser. Parce que si l'on se promène dans le monde, ce qui a l'avantage d'être mon cas, passant d'un pays à l'autre, côtoyant les populations les plus diverses, les élites économiques, mais aussi des gens beaucoup plus simples, les élites politiques de tel ou tel pays, d'abord on s'aperçoit qu'il est aujourd'hui possible, beaucoup plus facilement qu'hier, de parler le même langage. On parle toujours de globalisation, de mondialisation. C'est devenu une sorte de tarte à la crème du discours sur le monde. En fait, je trouve que c'est plutôt la communauté qui me frappe. On parle beaucoup plus facilement aujourd'hui avec l'ensemble des dirigeants de ceux qui font le monde de demain. Ceux-ci, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient africains, qu'ils soient américains du Sud, etc., finalement, sont des gens avec lesquels on parle beaucoup plus facilement souvent qu'avec nos propres compatriotes dont le langage, d'une certaine manière, est beaucoup plus éloigné. Quand on essaye aussi de travailler sur le monde de demain, je disais qu'il fallait quitter l'appréhension du présent, mais je crois que plus encore, il faut essayer de percevoir quelles sont les logiques fondamentales à l'œuvre. Ces logiques que j'ai commencé à essayer de repérer, elles sont, me semble-t-il, au nombre de 7. La première de ces logiques conduit à avoir un monde, et c'est peut-être une conclusion qui surprendra plus d'un d'entre vous, un monde qui aura de moins en moins de grands pôles structurés. Ce monde qui serait structuré en grands pôles de plus en plus fixés, c'était, vous le savez tous, l'une des grandes hypothèses que le célèbre essayiste américain Samuel Huntington décrivait. Et il imaginait 6 ou 8 pôles dans le monde, qui seraient profondément, d'abord, unifiés par une sorte de substrat culturel commun, mais qui seraient également, potentiellement, en guerre les uns avec les autres, ou en tout cas, sinon en guerre, du moins en conflit. Dans Le choc des civilisations, Samuel Huntington décrivait ce monde, effectivement, très séparé, avec ces grandes régions du monde, l'une unifiée autour de la Chine, le monde russe orthodoxe, etc., etc., avec d'ailleurs une grande inquiétude sur ce que pouvait être le monde occidental, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Eh bien, on s'aperçoit que quand on va dans le monde, la réalité n'est pas du tout celle des pôles. Tout simplement parce que si l'on prend les zones, admettons, asiatiques, Amérique du Sud, etc., on s'aperçoit que la diversité de pensée dans ces zones-là est probablement beaucoup plus forte qu'entre tel ou tel pays et un pays d'un autre continent. Mais que surtout, les intérêts économiques font que de plus en plus, un grand pays asiatique, un grand pays d'Amérique, voire un grand pays européen, auront beaucoup plus de liens qu'un pays, je dirais, de la même zone avec tel autre. Donc l'idée d'un monde qui serait structuré en grands pôles, en grandes régions, je crois est en train de disparaître, j'y reviendrai. Ça veut dire aussi que l'ensemble des organisations régionales, dont on a l'impression qu'elles structureront de plus en plus le monde. Alors pensez, j'y reviendrai là aussi, à l'Union européenne, mais aussi à toute la zone d'Asie du Sud-Est, structurée autour de l'ASEAN, que ce sont des zones qui vont petit à petit se renforcer, s'intégrer. Et on a toujours tendance, par exemple, à décrire, parfois même quand on parle de la montée de l'Asie, cette zone comme une sorte de réalité uniforme. Eh bien, la réalité n'est pas du tout celle-là. La réalité, c'est que ce sont des zones qui sont relativement faibles
et qui n'ont strictement aucune unité politique, et ça va d'ailleurs poser un problème pour l'Europe, parce que vraisemblablement, les pays européens, en tout cas la plupart des pays européens, auront de plus en plus tendance à regarder à l'extérieur de la zone Europe plutôt qu'à nouer des liens entre eux. La deuxième réalité, je crois nouvelle, la deuxième logique tient à ce que la répartition des richesses va complètement changer. Alors là aussi, il y a un certain nombre de pensées habituelles qu'il faut peut-être pour partie, je dirais, pour partie combattre. La première, c'est évidemment celle de la montée de l'Est, l'Est contre l'Ouest. Alors bien sûr, il y a une réalité économique qui fait que une grande partie de la richesse aujourd'hui produite est une richesse qui est plutôt produite dans l'Est du monde qu'à l'Ouest, certes. Mais en même temps, si l'on regarde les logiques économiques, et que l'on parle peut-être aujourd'hui un peu trop facilement, je dirais, de cette espèce de suprématie, de domination de l'Asie, on s'aperçoit qu'elle n'est pas si assurée que cela à moyen terme. Ou en tout cas, si cette domination, je dirais aussi ce passage de la richesse est assurément fort, il n'entraînera pas nécessairement une domination, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, on le reverra là aussi, la Chine, par exemple, est en train de procéder à un gigantesque rééquilibrage. On dit aujourd'hui la Chine est en train de tout avaler, que la richesse chinoise est telle que finalement on va avoir une sorte d'envahissement sur l'économie mondiale. Or, à moyen terme, il est vraisemblable, parce que tout simplement ce sera une nécessité géopolitique et que ce sera dans l'intérêt de la population chinoise, on assistera plutôt vraisemblablement à un accroissement de la demande chinoise, donc à une moindre concurrence sur les marchés extérieurs de la Chine. Et je crois qu'on va assister à ce type de rééquilibrage dans la plupart des pays. Mais ce n'est pas sûr que ce soit d'ailleurs au grand bénéfice, je dirais, de l'Europe. En revanche, il y a un certain nombre de pays dont le devenir économique n'est pas du tout assuré. Et ces pays-là, quels sont-ils? Ce sont essentiellement les pays rentiers. Et je crois que l'un des grands chocs mondiaux, pour l'annoncer d'ores et déjà, qui va se produire au cours, alors je ne sais pas si ce sont les 20, ou plutôt les 30 ou les 40 prochaines années, mais en tout cas dans un avenir qui n'est pas un avenir à 100 ans ou 200 ans, va être la disparition de la Russie de la face du monde. Tout conduit à cette logique. Pensez donc, le plus grand pays, je dis bien le plus grand pays en termes de superficie, va disparaître progressivement de la planète. Alors, bien sûr, la Russie comme pays existera toujours, il y aura toujours quelque chose qui s'appellera Russie. Mais non seulement pour des raisons démographiques, mais aussi pour des raisons économiques, parce que tout simplement la Russie est en train de perdre sa substance économique. Eh bien, ce pays n'aura plus la capacité, d'abord, de jouer à la grande puissance ou à la moyenne grande puissance qu'elle est devenue, tout simplement parce que la base du développement économique de la Russie n'existe plus, que ensuite, au fur et à mesure où les richesses énergétiques se tariront, alors encore une fois, on est en train plutôt de reculer la date de ce tarissement, mais il n'empêche qu'un jour, ce tarissement proviendra. Eh bien, ce pays n'aura plus rien, en quelque sorte, pour essayer de se placer, je dirais, dans la course mondiale. On s'aperçoit également qu'une grande partie de la richesse de ce pays est en train de partir à l'étranger. Et enfin, c'est un des rares pays, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir cet absolument fascinant déploiement des élites à peu près dans tous les pays mondiaux, eh bien, je crois que la Russie est en train de perdre aussi ses élites. Non pas qu'il n'y ait pas des Russes absolument remarquables, moi-même ayant enseigné 2 ans en Russie, je peux vous dire qu'on a une élite russe encore, mais qui est un peu ancienne, de grande qualité, mais tout simplement parce qu'elle est en train de fuir le pays, qu'elle n'est pas renouvelée. Donc, qu'est-ce que ça vous signifie? Et si on voit vraiment cette espèce de logique en œuvre, c'est un exemple, parce qu'il y aurait 1000 exemples que je pourrais développer, bien sûr, ça veut dire que derrière, il va y avoir un vide très important au centre de l'Eurasie. Ce vide, il va être rempli vraisemblablement par la Chine à l'est, au sud-est de la Russie, et puis il va être rempli également par des États, de nouveaux États indépendants qui vont se créer
plutôt au sud-ouest, avec les anciennes républiques, j'allais dire, islamiques, au sud de la Russie, que ce soit l'Ingouchie, le Daghestan, bien sûr la Tchétchénie, etc. Avec, là aussi, une nouvelle zone qui va se créer et qui va entraîner, du coup, une force accrue, qu'on voit déjà apparaître pour d'autres raisons et sur d'autres sujets, de la Turquie. Donc je crois que ce sont ce type de logique à l'œuvre, en termes de méthode, qu'il faut essayer de percevoir. La troisième logique, je crois, qui est très importante, qui est toujours très mal perçue dans le monde d'aujourd'hui, c'est le retour des États. Alors le retour des États, je dirais de manière très paradoxale, parce que d'un côté, on s'aperçoit que les États sont de plus en plus, bien sûr, soumis à la mondialisation, globalisés, qui sont obligés de coopérer les uns avec les autres, qu'aucun État, même les plus grands, même la seule grande superpuissance qui restera, les États-Unis, sont obligés de tenir compte des avis des uns et des autres, ne peuvent pas se conduire comme s'ils étaient seuls dans le monde. C'est absolument impossible. Mais en même temps, ces États, divisés, contestés, où on verra, je dirais là aussi, ressurgir des conflits historiques très importants, des conflits de mémoire, des interrogations sur l'identité, etc. Ce seront des États qui seront les vrais acteurs mondiaux. Beaucoup plus que les pôles, beaucoup plus que les régions, beaucoup plus que les organisations internationales. Ce sont ces États qui vont composer une sorte de maillage assez compliqué les uns avec les autres, dépassant les frontières des organisations et des zones, et qui agiront comme acteurs relativement indépendants dans la conception, surtout les moyens États et les grands États, parce qu'il y aura toujours aussi des États évidemment faillis qui seront aux marges du monde, eh bien ces États devront agir de plus en plus dans une sorte d'interconnexion, tenant compte encore une fois des autres, mais totalement indépendants, je dirais, dans leur centre de décision. Il y a une quatrième évolution qui va également se produire, qui me paraît également très, très notable, c'est que l'influence dans le monde, ce qu'on appelle parfois, d'un terme qui a été popularisé par Joseph Nye, le soft power, cette influence dans le monde prendra des formes, elle aussi, de plus en plus inattendues, de plus en plus subtiles. C'est un pouvoir d'influence qui passera par des canaux les plus divers. Pour ne prendre qu'un seul sujet, que je vais très rapidement vous exposer, qui est d'ailleurs celui qui est aujourd'hui constitue en quelque sorte le travail principal que j'effectue dans le monde, qui est celui des grands marchés d'expertise mondiaux. Eh bien, on s'aperçoit que l'influence se diffuse par ces canaux très subtils. D'abord, qu'est-ce que sont ces grands marchés d'expertise mondiaux? Eh bien, ce sont des marchés qui représentent aujourd'hui 500 milliards d'euros sur 5 ans, qui correspondent à l'ensemble des grands appels d'offres d'expertise lancés par les organisations internationales, lancés par les États eux-mêmes, notamment les grands émergents, lancés par les grandes collectivités locales du monde, songez aux grandes villes chinoises, aux grandes villes indiennes, aux grandes villes brésiliennes, etc., ou aux régions dans ces pays, aux agences bilatérales d'aide, et qui concernent l'ensemble des domaines qui concourent au développement futur et à l'organisation de ces États. L'ensemble des marchés sur la réforme de l'administration et de la justice, l'ensemble de l'organisation de l'aménagement du territoire, tous les marchés d'efficacité énergétique, les marchés sur l'environnement, sur les questions de sécurité, non seulement policière, mais également environnementale, sanitaire, etc. L'agriculture, le développement rural, la conception de l'industrie, enfin le développement industriel, etc. Tous ces marchés, 500 milliards d'euros d'expertise, c'est-à-dire uniquement le soft, sont en train de constituer une sorte de gigantesque champ de bataille entre les États et leurs organisations, leurs entreprises qui répondent à ces appels d'offres. Cette bataille, c'est une bataille qui se joue sur les normes techniques, industrielles, sur les standards, sur ce qu'on appelle dans le langage international les bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut privilégier dans la politique du développement, dans la politique environnementale, etc. Et bien sûr dans la guerre des droits, notamment
entre, par exemple, le droit de la common law et ce qu'on appelle parfois le droit romano-germanique ou le droit continental, qui nous inspire plutôt nous en France, ou qui inspire l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc. Eh bien, dans cette guerre absolument invraisemblable, pour remporter des marchés qui vont déterminer le développement de ces États, on assiste au sein des organisations internationales, notamment les organisations multilatérales techniques, dans tous les forums lancés à travers le monde, soit par ces organisations, soit par les think tanks, à une sorte de guerre idéologique nouvelle. Alors une guerre idéologique qui n'est pas les guerres idéologiques de l'ancien temps, entre par exemple le communisme et le capitalisme libéral, mais quelque chose de beaucoup plus central finalement. Et il faut bien voir, je parlais de marché de 500 milliards d'euros d'expertise, que derrière tout cela, les chiffres d'affaires mondiaux représentent 25 000 milliards d'euros sur les 5 prochaines années. Si on prend non plus le soft, comme on dit, mais le hard, c'est-à-dire le dur, l'ensemble des marchés de fournitures, de travaux, etc. Cette guerre économique-là, elle est très généralement complètement occultée. C'est une guerre économique qui passe par l'influence, mais qui passe aussi, vous le voyez bien, par la capacité de nos élites d'être présents dans ces lieux de décision et d'influence, dans les think tanks mondiaux, dans les centres universitaires mondiaux, dans l'ensemble de ces lieux où l'on parle des sujets cruciaux qui vont façonner la face du monde de demain. Et donc il y a une nouvelle cartographie qu'il faut imaginer. Je veux dire, on n'est plus là, pour ne parler que de notre pays, de la France, on n'est pas là pour savoir s'il faut qu'il y ait telle exposition française qui circule à travers le monde, telle troupe de théâtre, etc. On n'est même pas uniquement dans cette philosophie classique, je dirais, qui nous illustre bien cette philosophie, cette politique des grands contrats. On est dans un maillage beaucoup plus complet. Et je crois que c'est ça le défi mondial. Et moi, ce qui me frappe, quand je vois ce que font les Coréens du Sud, quand je vois ce que font bien sûr les Chinois, ce que font les Brésiliens, bien sûr les Américains depuis longtemps, et depuis très longtemps également nos amis allemands ou britanniques, c'est qu'ils sont présents dans ces lieux. Ils ont cet esprit, je dirais, directement international. Et d'ailleurs, pour notre pays, parce que après tout, j'agis aussi et j'écris en patriote, même si je parle peu de la France dans ce livre-ci, je crois que nous devons avoir cette attitude mondiale. L'autre réalité du monde, et c'est peut-être la cinquième logique qui me paraît, je dirais, façonner le monde, c'est qu'on va avoir assez curieusement une nouvelle oligarchie des puissances qui va se dessiner dans le monde de demain. Une nouvelle oligarchie des puissances, mais en même temps sans gouvernement d'oligarques. Parce que on parle toujours, c'est une sorte de tarte à la crème, je dirais, du monde multipolaire. Qu'est-ce que c'est que ce monde multipolaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut strictement rien dire. Parce qu'un monde multipolaire, oui, alors si c'est un constat de dire qu'il y a, effectivement, il n'y a pas une seule superpuissance, malgré tout, même s'il y en a une qui domine quand même les États-Unis, mais il y a d'autres centres de pouvoir, oui, certes. Mais sauf que la réalité, ce n'est pas une sorte d'organisation, ce n'est pas, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, des pôles, c'est plutôt un monde qui est fait de puissances qui surgissent et de d'autres qui s'effacent. On va avoir de plus en plus de pays qui vont essayer d'agir à travers le monde pour influencer d'autres zones, d'autres pays, notamment sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan politique. Et on va voir très clairement ces surgissements, bien sûr avec la Chine, probablement avec le Brésil, peut-être avec l'Inde, demain certainement avec la Turquie, avec l'Iran, si un jour, évidemment nous l'espérons tous, il retourne, je dirais, vers une forme de démocratie ou de raison qui, évidemment, lui a échappé aujourd'hui. On aura ce monde qui sera structuré autour de ces grandes puissances qui vont progressivement interagir, mais on aura aussi un monde beaucoup plus mobile. Un monde où les États recomposeront régulièrement leur stratégie. C'est d'ailleurs un des grands sujets mondiaux que d'assister à ce retour très fort, non seulement des États, mais également d'une sorte de pragmatisme international. C'était un sujet dont un jour, récemment aux États-Unis, tel responsable de think tank m'entretenait. Il disait, mais l'un des grands sujets dans le monde de demain, c'est de voir qu'il y a de plus en plus d'États démocratiques dans le monde, ou en tout cas avec une forme de démocratie bien établie,
Songeons par exemple au Brésil, mais songeons aussi, même si ce n'est pas totalement ce ne sont pas totalement des démocraties à l'occidentale, quand même, je dirais à Singapour, de plus en plus à l'Indonésie, etc. Et en même temps, on s'aperçoit que ces pays, dans leurs relations internationales, ont une attitude qui ne favorise pas la démocratie. Vous voyez par exemple le Brésil, qui, avec la Turquie, mène une politique, c'était il y a quelques mois, de quasi-alliance apparente avec l'Iran, tout simplement dans un jeu très compliqué. Dans un jeu très compliqué, pour quelles raisons? Non pas du tout parce qu'ils soutenaient l'Iran, d'ailleurs il ne faut pas oublier par exemple que la Turquie et l'Iran, ce sont des ennemis de long terme, très profonds. Mais tout simplement parce que dans l'affirmation de la Turquie et du Brésil, ils devaient tout simplement montrer qu'ils comptaient, et essayer de se positionner par rapport aux États-Unis notamment, et par rapport à l'Europe, pour dire mais nous existons dans le monde. Donc ils agissent, ils interfèrent, ils brouillent. D'une certaine manière, ce sont des parasites. Et je crois que ce qui est très frappant, c'est qu'il y a des États qui progressivement vont s'affirmer en montrant qu'ils ne sont pas complètement d'accord avec les règles du jeu classique. Ce sont des États peut-être beaucoup plus imprévisibles, ce ne sont pas toujours des États qui agissent, je le répète, démocratiquement, c'est-à-dire qui sont là pour favoriser les démocraties dans le monde, mais du coup on va avoir une pluralité totalement nouvelle. Une pluralité nouvelle avec en même temps, parallèlement, des États qui vont disparaître progressivement de la face mondiale. Alors, qu'est-ce que tout ceci va donner? Ça va donner probablement un monde qui sera beaucoup plus compliqué à décrire. On n'est plus avec des pôles, bien sûr. On aura de plus en plus des interrelations avec les États. Mais est-ce que dans ce jeu pragmatique des États, ou d'ailleurs dans les différentes régions, les États les plus puissants essayeront d'empêcher que les plus dangereux ou les plus nocifs ne contaminent le reste du monde? Je crois qu'il y aura une politique de responsabilité nouvelle des grands États en Asie, voire d'un certain nombre de grands États en Afrique ou en Amérique du Sud, pour dire on empêche ces contagions. Mais ça veut dire aussi que derrière, il n'y aura plus également d'organisation internationale, multilatérale, qui sera capable de régler la paix dans le monde. Tout ceci se fera de manière beaucoup plus aléatoire, beaucoup plus pragmatique, beaucoup moins prévisible, beaucoup moins lisible, puisqu'on n'aura plus une organisation qui sera aussi bien structurée qu'avant. Alors beaucoup disent, mais enfin, finalement, cet effacement de l'ONU que l'on voit déjà se profiler, hein. Regardez ce qui se passe, je dirais, en Côte d'Ivoire. Voyez l'impuissance extraordinaire de l'Organisation des Nations Unies, de même d'ailleurs que des organisations africaines, de l'Union africaine, pour résoudre, je dirais, quand même ce problème, quoi qu'on en pense sur le fond. On se dit, mais tout ceci, ça va entraîner un monde de catastrophes, un monde de cataclysmes, un monde de guerre. Beaucoup d'interrogations existent sur l'OTAN. On sait très bien que le nouveau concept de l'OTAN n'est pas nécessairement très adapté au monde de demain. Et curieusement, je crois que ce qui va se passer, c'est que ces États beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus mobiles, beaucoup moins organisés sur le plan stratégique qu'ils ne l'étaient jadis, vont peut-être essayer de stabiliser le monde. De moins en moins d'États ont intérêt à une guerre. Quels sont les États aujourd'hui qui ont véritablement un comportement impérial? Il est peu vraisemblable que la Chine, par exemple, ait ce comportement impérial. La Russie, là encore, certainement, mais en même temps, la Russie n'a plus les moyens de sa politique. Songez par exemple, c'est un autre élément que je rajoute au dossier, que l'armée russe représente 1/20, je dis bien 1/20 de la puissance de l'armée américaine. Si vous repreniez les chiffres, je dirais, d'il y a 30 ans ou 40 ans, on n'était absolument pas dans cet ordre de grandeur ou dans cette proportion-là. Donc on n'est plus sur ce monde-là. Et puis il y a un sixième facteur sur lequel je voulais là aussi insister très rapidement, c'est qu'on s'aperçoit que les peuples vont être de plus en plus puissants, non seulement pour s'imposer sur la scène intérieure des pays, pas besoin de revenir, j'ai écrit ce livre bien avant les événements, enfin un peu avant plutôt, les événements de Tunisie ou ceux d'Égypte, dont on parle, je dirais là particulièrement. Mais la réalité, c'est que les peuples auront un comportement qui va influencer la scène internationale. Non seulement parce qu'ils agiront sur le plan interne, mais également parce qu'ils contraindront pour le meilleur et pour le pire les pays
leur pays à tenir compte sérieusement de leurs envies, de leurs désirs, de leurs idéologies. Aujourd'hui, on le sait, on le voit avec les révolutions entre guillemets démocratiques, ou en tout cas les aspirations à la démocratie de nouveaux peuples, mais cela fait évidemment très longtemps que n'importe quel gouvernement, pour ne reprendre que les pays du Moyen-Orient, ou notamment les pays arabes, sont obligés de tenir compte de la conduite de leurs relations internationales, de cette rue et de cette pression des opinions. C'est quelque chose de très nouveau. Et c'est aussi quelque chose d'ailleurs de très inquiétant. Parce qu'on s'aperçoit que nous avons des peuples qui, d'un certain côté, sont de plus en plus internationalisés et qui agissent sur la scène internationale de fait, même s'ils n'ont pas un esprit international. Et puis il y a des pays, et je crois que c'est une inquiétude que nous pouvons avoir pour l'Europe, ou pour beaucoup de pays européens, pas tous certes, qui sont en train de regarder surtout eux-mêmes, leur nombril, et de se refermer. Enfin, septième facteur, je crois, c'est que, et c'est aussi un des espoirs de demain, même si demain le monde sera aussi un monde rempli de risques, de terrorisme, de guerre civile, d'effondrement d'État, de guerre marginale, peut-être, quand je dis marginale, c'est aux marges du monde, au sens où le disait, où l'exprimait jadis Fukuyama, c'est-à-dire des guerres marginales absolument catastrophiques pour les populations, mais qui ne font pas nécessairement des dégâts mondiaux. Mais on s'aperçoit aussi qu'il y a donc des leaders nouveaux dans le monde. Ces leaders nouveaux, dont j'évoquais très rapidement tout à l'heure, vont avoir un effet, je crois, sur la conduite des relations internationales. C'est que ce sont des gens, d'abord, qui se parlent, qui peuvent mieux se parler que jadis. Ce sont des gens qui n'auront pas moins d'ambition, au sens propre du terme, patriotique pour leur pays, mais ce sont des gens qui seront mieux capables d'écouter les autres, de discuter, qui seront capables de mettre en place aussi des stratégies de négociation à plusieurs bandes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes vont pouvoir, disons, avoir un comportement moins brutal sur la scène internationale. Donc tout ceci va entraîner, je pense, une sorte de pacification relative, donc une tendance à la pacification. Ces nouvelles réalités du monde, je crois, sont évidemment, pour partie, je dirais, inscrites dans l'histoire, pour partie, bien sûr, aussi incertaines, parce que l'histoire est faite d'hommes, est faite de peuples, et que dire ce qui va se passer sur 20 ans est à peu près impossible. Je crois, et ce sera peut-être très rapidement, en conclusion, quelques mots que je voudrais évoquer. Je crois qu'il va y avoir dans le monde quelques grands défis à relever, notamment pour nous occidentaux. Je crois que le premier défi à relever, pour les pays européens et pour les États-Unis, eh bien ce défi va être de retrouver le sens d'une nouvelle alliance. Je crois que l'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est de savoir à quel ensemble nous appartenons, quels sont nos principes, quelles sont nos valeurs, comment à la fois nous conduire comme des acteurs économiques majeurs, donc en concurrence avec les autres, et en même temps retrouver le sens d'une unité. Et je crois qu'en particulier, la question du dialogue transatlantique est aujourd'hui l'une des questions clés. On voit, certains le disent en tout cas de manière assez claire, ou en tout cas on en a toujours le pressentiment, on a vraiment l'impression que les États-Unis, pour des raisons de fond, d'abord ils vont mieux depuis le départ de George Bush, bien sûr, mais en même temps, ils sont de moins en moins européanisés pour des raisons, encore une fois, de démographie, de fond, d'intérêt, qui sont très fortes. Et en même temps, si l'on regarde le fond des choses, l'allié fondamental, l'allié principal des États-Unis, c'est l'Europe. Et l'allié fondamental de l'Europe, ce sont les États-Unis. Nous avons des discordances, nous avons des rivalités, nous sommes en guerre économique avec les États-Unis, oui. Et nous avons d'ailleurs à être forts dans cette guerre, beaucoup plus forts que nous ne le sommes aujourd'hui. Beaucoup plus tenaces. Mais si l'on ne retrouve pas le sens de cette alliance, je pense que le monde va se trouver peut-être plus mal. Deuxièmement, il faut vraiment, et je crois que ça c'est un sujet, je l'évoquais rapidement à propos de la Russie, il va vraiment falloir aider la Russie. Parce que cette disparition de la Russie, telle qu'elle est aujourd'hui, je le dis bien, programmée, mais qu'il faut arrêter et qu'on peut arrêter, est un enjeu absolument majeur.
Parce que si l'on voit cet effondrement au centre de l'Eurasie, eh bien là, on libère vraiment des énergies de déstabilisation. Troisième enjeu, c'est évidemment de parvenir à contenir l'ensemble des conflits qui sont en train de germer. Je suis curieusement relativement optimiste sur le Moyen-Orient. Je pense qu'aujourd'hui, non pas que le conflit israélo-arabe en particulier disparaîtra, mais je pense qu'il sera relativement contenu. Je pense aussi qu'Israël a une position beaucoup plus forte dans le monde qu'on ne le dit aujourd'hui. Et je crois également que, non seulement parce que c'est quelque chose que l'on voit avec ce qui se passe en Algérie, en Égypte, en Tunisie, mais que tous ceux qui ne croient pas à la démocratisation possible du monde arabe, pour en raison de forces, je dirais, qui seraient de forces inscrites, eh bien peut-être qu'ils se trompent. Je n'ai pas de certitude là-dessus, mais ce serait peut-être une bonne nouvelle. Et puis il y a un quatrième facteur, je crois, qui est très important, c'est qu'il faut tenir compte de cette disparition du multilatéralisme. Cette disparition du multilatéralisme global, alors que le multilatéralisme technique, par toutes les organisations techniques, est en train de se renforcer. C'est-à-dire qu'il faut essayer de discuter beaucoup plus avec l'ensemble des États. Au début, il y a quelques années, on disait le bilatéralisme est mort. Aujourd'hui, au contraire, et je crois que c'est très important pour notre diplomatie aussi, de considérer que le bilatéralisme est quelque chose qui est fondamental, qui va structurer le monde. Il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas abandonner le multilatéralisme. Je pense qu'il faut essayer malgré tout de le renforcer, c'est une vieille conviction. Mais il faut être aussi réaliste et savoir agir avec les autres. Et dernier point, évidemment, sur l'Europe, je pense que nous avons vraiment intérêt à renforcer les solidarités très profondes au sein des institutions, avec les institutions européennes, mais aussi avec les autres États européens. L'Europe, c'est quelque chose, je crois, qui a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est un idéal très profond, l'idéal du droit, l'idéal de la paix. Après tout, on s'aperçoit aussi que l'Europe est probablement le continent, l'Union européenne, qui a le plus exporté la démocratie et des règles de bonne gouvernance dans le monde à travers ses programmes de coopération. Et en même temps, l'Europe n'est pas une zone de puissance. L'Europe ne pourra jamais, d'abord parce que les États-Unis d'Europe, c'est fini, c'est terminé, il ne faut plus y penser. À 27, 30, 32, c'est impossible. Mais en même temps, l'Europe est cette zone qui continue à être profondément attractive, qui n'a pas les moyens de sa puissance, qui ne pourra pas être une puissance mondiale sur le plan politique, mais qui peut quand même, pourvu qu'elle ne s'enferme pas, ou plutôt que ces pays ne s'enferment pas sur des vieux démons, eh bien qui pourra être malgré tout un modèle pour d'autres, un exemple pour d'autres. Et c'est peut-être le dernier message que je voudrais aujourd'hui essayer de laisser. D'abord un message d'optimisme, contre mon naturel, parce que je suis pessimiste de nature, un message d'optimisme. Le monde de demain, celui que nous allons léguer à nos enfants, mais ce ne sera pas un monde nécessairement pire. Ce sera un monde toujours dangereux, toujours incertain, toujours instable, mais ce ne sera pas un monde pire. Et puis deuxièmement, il faut agir. Rien n'est écrit. Et notamment pour notre pays, eh bien pour notre pays, je crois qu'il a des atouts extraordinaires dans le monde. Il a un message, nous avons des idées, nous avons plus que jamais avec la formation des jeunes des élites capables d'agir. Eh bien je crois qu'il faut absolument encourager et développer ce mindset, c'est-à-dire cet arsenal mental, cet outillage mental dont parlent les Américains, cet outillage mental international chez nous. Mon rêve pour la France de demain, je terminerai par la France après avoir parlé du monde, c'est d'avoir une France beaucoup plus internationale, dont l'esprit est international, qui parle plusieurs langues qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et je crois que l'apprentissage du monde commence bien évidemment par là. Merci beaucoup.